on a le plaisir d'être avec Elisabeth et Claude Leprel, qui vont nous parler et s'entretenir avec nous sur un thème qui leur tient à cœur, qui est déconfiner la parole au regard des maltraitances, et en quoi le Covid a permis ou pas de déconfiner cette parole au regard des maltraitances, toujours au pluriel, nous dirait Elisabeth Leprel. Je vais me permettre 3 questions. La première, c'est est-ce que la période du Covid-19 a induit une complexité de l'écoute, notamment par rapport à l'isolement des personnes qui sont membres d'Alma Paris? Alors, là, c'est vrai qu'il y a une complexité de la situation d'écoute extrêmement importante. Alors, écoute, c'est vrai qu'on est là, à Alma, pour écouter les gens. Mais on est là aussi, je crois, pour les entendre, et bien les entendre. Et pour les entendre, il faudrait peut-être essayer de voir justement ce qui habituellement est notre pain quotidien, c'est-à-dire qu'on entend les personnes qui nous appellent, qui sont dans la plainte, et je ne parle pas de la plainte juridique, mais bien de la plainte psychologique. Et cette plainte, en fin de compte, pour l'entendre, pour bien l'entendre, il faut être au moins 2 ou 3 pour essayer d'y apporter un semblant de réponse ou une réponse dans les cas les plus favorables. Pendant le Covid, justement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que ces binômes ou ces trinômes d'écoute se sont transformés en une seule écoute. Et chaque bénévole était seul pour entendre la plainte des autres. C'est d'habitude, il y a plusieurs personnes. Ici, ils sont quoi? Ils sont psychologues, ils sont éducateurs spécialisés. Qui sont les écoutants d'Alma d'habitude et comment ils fonctionnent? Alors, habituellement, les écoutants sont 2 ou 3 à l'écoute, puisque ce sont tous des écoutants référents qui sont à l'écoute, et on a 5 écoutes par semaine. Et pendant ces écoutes, on a la chance de croiser des gens qui ont des compétences, qui sont issus de différentes disciplines, psycho, juridiques, travailleurs sociaux, gériatres. Et d'habitude, ils parlent ensemble d'un même dossier ou d'un appel? Alors, il y en a un qui prend l'écoute, et ensuite, il y a une analyse de cette écoute, et il y a un rappel 2 ou 3, 4 jours plus tard. Et ça, c'est quelque chose qui nous a complètement manqué pendant le Covid, puisque les bénévoles se sont retrouvés seuls à répondre et à entendre les appels de la victime, enfin de la victime potentielle ou de l'appelant qui est témoin de maltraitance. Et ces appelants, c'est à la fois des voisins, mais c'était surtout des familles, et c'était très peu de professionnels, il faut dire, contrairement à ce qui se passe habituellement. Et la complexité faisait que la plainte était une plainte qui portait sur la situation que vivaient les personnes âgées, une plainte qui essayait de sortir de toutes les informations descendantes qui arrivaient par les médias, et des moments aussi où ces personnes entendaient des informations, n'étaient pas capables de les détricoter tout seuls, et demandaient à des bénévoles seuls de les aider à mieux comprendre les situations qu'ils vivaient. Et ça a été extrêmement difficile, et cette période de complexité a été difficile à la fois pour les écoutants d'Alma, mais aussi pour les appelants, qui n'obtenaient pas obligatoirement la réponse qu'ils pouvaient
pouvaient imaginer avoir de la part de professionnels. Qu'ils espéraient, parce que Voilà, ce sont qu'ils des espéraient, personnes voilà. en souffrance. Ouais. Et que l'ALMA a pour objet, si ce n'est de répondre, en tous les cas, d'accompagner les personnes qui se retrouvent dans des situations tragiques et ou dramatiques. Vous avez parlé de la diversité des appelants. Celle-ci a été remarquée pendant la période du Covid. Quels sont d'habitude les appelants que vous avez et quels ont été finalement les appelants dont vous avez reçu des appels pendant cette période-là particulièrement? Alors, il y a des appelants vraiment qui m'ont beaucoup touché. Ce sont les familles qui ne pouvaient pas voir leurs parents, leurs proches en EHPAD. Et en plus de ça, il y a une situation qu'Elisabeth peut raconter, qui est, puisqu'elle l'a eu au téléphone, d'une petite fille qui a couru après sa grand-mère. Oui. Alors les urgences d'un hôpital sont probablement très très pleines et un médecin traitant fait hospitaliser une vieille dame presque centenaire. La dame arrive donc dans cet hôpital de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, hôpital de l'Est parisien. Et là, on commence à déplacer la dame vers une première clinique, pas très loin, toujours dans l'Est. Puis cette clinique n'a pas de place, donc on envoie cette dame dans une autre clinique du sud de Paris. Et la clinique du sud de Paris dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame? Nous, on ne peut pas la garder. » Et là, on l'envoie au sud, hors de Paris. Et cette clinique hors de Paris dit « Mais enfin, cette dame habite dans l'est de Paris, qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous? On va quand même la garder pour la nuit parce qu'on n'est pas des chiens. » La dame ne va pas bien. Son médecin a demandé son hospitalisation. Et cette clinique la garde pour la nuit, mais le lendemain, la renvoie vers la première clinique de l'Est de Paris, qui n'a toujours pas de lit, qui la renvoie donc sur le CHU de l'Est de Paris, qui est toujours très plein. Puis finalement, cette clinique arrive à faire un lit et prend la dame, qui va bien sûr décéder en arrivant. Et pendant ce temps-là, la petite fille a couru derrière sa grand-mère. Elle avait fermé. Elle vous a appelé quand? Elle nous a appelé pendant qu'elle courait après ça. Pendant l'imbroglio administratif, puisqu'on lui a quand même proposé d'aller à l'hôpital et de demander des explications. Et à l'hôpital, on l'a menacée de procès pour harcèlement moral, parce qu'elle voulait vraiment savoir pourquoi on avait comme ça fait tourner sa grand-mère aux quatre coins de Paris. Et puis quand la grand-mère est décédée, donc dans cette clinique qui l'a accueillie, eh bien, la petite fille a dit non, pour le moment, j'ai un deuil à faire, j'ai de la peine, donc je n'irai pas en justice. C'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la plainte. La plainte n'est pas la plainte juridique. Non, c'est pas une plainte juridique. Et ALMA est là pour, si ce n'est résoudre, en tous les cas, aider et soutenir des personnes qui sont dans des situations compliquées du fait de leur âge ou du fait de leur handicap d'ailleurs, de leur dépendance proche. Ou d'une manière indirecte ou directement la personne qui est dans cette situation. Une autre question pourrait être celle d'une maltraitance liée aux excès du discours sanitaire. Est-ce qu'une telle question aurait pour vous quelques résonances vis-à-vis des appels que vous avez eus et de ce que vous avez vu des pratiques pendant cette période de Covid? Les pratiques, en fait, c'est dans les EHPAD surtout, c'était la privation de visite pour les familles auprès des personnes âgées, avec toutes les conséquences qui en découlaient. Par exemple, j'ai souvenir d'un dossier où il y avait une dame qui avait l'habitude de manger à midi, mais quand son fils était là. Donc plus de fils, elle ne s'alimente plus. On leur explique les conditions du Covid et pourquoi les familles ne viennent pas. Elles ont des troubles de mémoire. Et le lendemain, elles ne savent plus pourquoi les choses se déroulent ainsi. Et puis, il y a eu des familles qui ont voulu sortir leurs proches des EHPAD et on leur a dit, mais s'il sort, il ne reviendra plus. Il perd sa place. Il perd sa place. Et donc, ça peut être très compliqué aussi. On a beau aimer beaucoup son proche quand on travaille,
Alors en plus avec le travail à domicile, donc ça devenait, j'imagine, très très complexe comme organisation dans des logements parisiens qui ne sont pas spécialement grands. Et est-ce qu'il y a eu d'autres effets que cela, où finalement on entend l'idée de l'accueil dans les EHPAD, et là, certaines personnes ont expliqué que les résidents étaient retenus pour des raisons sanitaires. D'autres termes ont été même employés qui peuvent marquer, mais qui peuvent être aussi quelque peu excessifs. Est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences de cet excès du discours sanitaire au regard des prises en charge des personnes âgées ou pour les professionnels de santé? Non, on a eu aussi des dossiers de personnes qui devaient quitter l'hôpital, de personnes âgées, parce que ce qui avait été fait à l'hôpital était achevé. Elles avaient été traitées, opérées, et puis elles devaient repartir en EHPAD. Et les familles s'inquiétaient beaucoup de ce transfert vers les EHPAD, comme si elles redoutaient. Finalement, on a beaucoup parlé des décès des personnes âgées en EHPAD, alors elles ne voulaient pas que leurs proches y retournent parce qu'elles craignaient le décès de leurs proches s'ils retournaient. On a eu aussi ce type de dossier. On a eu aussi des difficultés parce que les soignants, au sens très large, et les aides à domicile, il y en a eu beaucoup qui sont tombés malades. Et donc, on a eu quelques dossiers de personnes qui n'avaient plus de portage de repas, qui n'avaient plus le soignant qui venait s'occuper d'eux le matin, qui n'avaient plus l'aide ménagère qui venait leur préparer les repas. Voilà, ça, on en a eu aussi beaucoup. Et avec pour nous une autre difficulté de communication, qui est que tous ces services de soins qu'on connaît, avec lesquels on a des contacts téléphoniques, nous, on n'arrivait plus non plus à les joindre. Donc il y a eu un problème de coordination, notamment au premier moment. Oui, surtout après ça. Après, tout le monde s'est organisé. Voilà, les organisations ont retrouvé une cohérence, mais au premier temps, il est vrai que tout était désorganisé, puisque le centre, c'était la personne, le proche qui le faisait, et la coordination générale entre ceux qui viennent à domicile ne se fait pas automatiquement. Et je crois que vous avez parlé aussi de maltraitances qui se sont réalisées à l'endroit, non pas de médecins réanimateurs, mais de soignants vis-à-vis de leur entourage proche. Je pense à des voisins. Est-ce que j'ai mal entendu tout à l'heure Non, il y a des voisins qui redoutaient la survenue de l'intervention de ces soignants, pensant qu'ils allaient amener le Covid dans l'immeuble. On a eu des appels en disant mais c'est scandaleux, il faudrait hospitaliser cette vieille personne parce que les soignants qui viennent nous amènent le virus. Redites-le, c'est entre guillemets encore mieux que ce que j'avais entendu tout à l'heure. Redites-le moi dans ce sens-là, que je l'entende bien. Que des voisins nous appelaient en disant qu'en effet il fallait mettre où on voulait les vieilles personnes, en tout cas les sortir de l'immeuble, pour que ces soignants potentiellement vecteurs du virus donc ne l'apportent pas des dans soignants l'immeuble. Locataires ou des soignants qui travaillait et qui étaient... Non, c'était des soignants qui venaient voir des personnes âgées. Qui intervenaient auprès des personnes âgées. Ah oui. Mais il y avait aussi les cabinets de médecins qui étaient dans un immeuble locatif, où les voisins demandaient à ces médecins de ne plus ouvrir de consultation dans cet immeuble parce que c'est la clause bourgeoise des immeubles qui il risquait d'apporter le virus dans les escaliers de l'immeuble. Dans les escaliers. Ça restait dans les escaliers. Et dans l'ascenseur. Et dans l'ascenseur. Très bien. Voilà. Madame Elisabeth Leprel, vous nous avez dit quelque chose d'important juste avant que l'on commence cet enregistrement. Il faut toujours insister sur cet élément-là. Non pas la maltraitance, mais les maltraitances. Vous qui êtes une femme de concept, pouvez-vous nous dire pourquoi, déjà, non pas que ce soit au féminin, on ne va pas aller jusque-là, mais pourquoi j'irai pas là. Pourquoi non pas parler de la maltraitance, mais des maltraitances? Parce qu'elles sont clairement toujours plusieurs à la fois. On ne peut pas isoler une maltraitance physique d'autre chose. Les maltraitances qu'on a, la maltraitance physique la plus banale, je dirais,
elle est associée toujours à une maltraitance psychologique, mais ça peut aussi être un moyen d'exercer une maltraitance financière. Hein, c'est l'histoire de cette dame dont la fille dit « Je te fais tomber par terre, je te fais un croc en jambe, et si tu ne me donnes pas 15 €, je ne te relève pas. » C'est les maltraitances. Voilà, c'est toujours associé. Les maltraitances, il n'y a pas une maltraitance isolée. Donc il y a des faisceaux d'indices, il y a des éléments de voilà, risque, ouais, il y a ouais. des... Oui. Comment on arrive à comprendre, et ça a été, je pense, aussi quelque chose qui a été un enjeu pour Alma Paris, comment on arrive à comprendre qu'on est dans un dossier qui a une certaine gravité, vis-à-vis duquel il faut agir d'une certaine manière, d'une manière plus forte que vis-à-vis d'autres. Est-ce qu'on a des critères, est-ce qu'on a des faisceaux, ou alors est-ce que c'est l'habitude des récits Non, on a des critères, et les critères sont des critères qui proviennent, en fin de compte, qui sont portés par des compétences particulières de chacun des bénévoles. C'est-à-dire qu'on voit bien comment un hospitalier ne va pas entendre la même chose qu'un juriste. Là, j'ai dans la tête une situation entendue par un juriste qui disait en réunion d'équipe, bon, il est évident qu'il faut que ce monsieur porte plainte. Et il y avait là un psychiatre qui a dit « Ah, je ne pense pas. Je pense que là, c'est un très très beau délire, parfaitement bien construit, et je pense que la justice n'a rien à voir dedans. Envoyons-le vers son médecin ou vers un CNP. » Donc l'idée, c'est bien, on voit bien comment il est important de travailler sur les interférences. Complètement. Et sur les croisements. Et je crois que là, le regard croisé est quelque chose d'extrêmement important. D'où, et terminons comme on a commencé, la complexité de l'écoute, c'était l'isolement. Et normalement, la force de l'écoute chez Alma, finalement, c'est le fait de pouvoir dialoguer entre disciplines afin de pouvoir appréhender une situation, même pas la comprendre, l'appréhender pour pouvoir aider et soutenir la personne. Claude et Elisabeth Leprel, nous vous remercions.